Merci beaucoup, Martine. Alors, effectivement, mon topo est de résumer en 10 minutes les données scientifiques, ce qui est une lourde tâche. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, j'aimerais partager avec vous cette vue dichotomique qu'on a de la prise en charge des lésions évaluées par l'AFFR, où on pense qu'en dessous de 0,8 ou égal à 0,8, eh bien, il faut revasculariser dans l'intérêt du patient. Et quand on a une lésion évaluée à plus de 0,8, eh bien, il faut traiter médicalement. Cette vue dichotomique qu'on a ischémie versus non-ischémie, eh bien, elle est mise à mal ces derniers temps et on se demande si le profil du risque du patient ne devrait pas être intégré. En d'autres termes, si vous avez une lésion qui est évaluée à 0,81 chez un jeune diabétique univers proximal, est-ce que vous ne devriez pas finalement intégrer cette notion et le revasculariser versus un patient qui est vieux et qui est sujet à l'hémorragie sous double antiagrégation avec une sténose dans une 4e diagonale, eh bien, est-ce que vous ne devriez pas le traiter médicalement? C'est une notion qu'on doit finalement intégrer et discuter. C'est évidemment le propos que je me permets de soulever aujourd'hui. C'est une notion qui avait été soulevée déjà il y a 2 ans de FFR, 90 cohortes, plus de 8000 patients avec une analyse par papier, par cohorte ou une analyse par patient. Et vous voyez ici le grading de FFR en fonction du MACE, avec en rouge les patients traités mécaniquement. Et en bleu, les patients traités médicalement. Vous voyez que le point de rencontre et qui permet de dire qu'au-delà de 0,75, vous avez une amélioration des outcomes avec un traitement médical et en dessous, une amélioration avec un traitement mécanique. Si vous analysez ça par patient, vous avez même une rencontre qui se fait à 0,67. Mais le biais énorme de ce genre d'analyse, c'est évidemment que toutes ces études ont une confusion dans l'indication, puisque pour entrer dans les études, il fallait avoir, on était revascularisé ou pas selon un cut-off bien déterminé. Donc, FEM2 est finalement une opportunité unique pour aller essayer de regarder si la FFR est un marqueur continu de l'ischémie. Vous vous rappelez de FEM2, c'est une étude randomisée prenant les patients mono ou multitronculaires qui avaient des FFR de moins de 0,8 ou égal, avec une randomisation traitement angioplastie versus traitement médical. Et dans l'étude, les patients avec des FFR à plus de 0,8 eh bien, étaient inclus dans le registre. Ce qui nous fait qu'on a un ensemble de patients avec un spectre énorme de FFR allant à moins 0,8 à plus de 0,8 avec le même traitement, même centre. Donc c'est une cohorte relativement homogène avec différentes FFR et on peut effectivement analyser et voir si l'AFFR est un marqueur continu d'ischémie ou bien il nous montre que nous sommes dans l'ischémie et puis tout d'un coup, on n'a plus d'ischémie et c'est une vision binaire. Là, vous avez la distribution de l'AFFR de tous ces patients. Elle n'est pas gaussienne, mais enfin, elle est tout à fait agréable à analyser. Vous avez un pic à 0,5 puisque les patients qui avaient des lésions qui ne pouvaient pas être investiguées par l'AFFR étaient déclarés à 0,5, mais ça n'empêche pas qu'on a une bonne distribution de l'AFFR et nous permet d'analyser finalement les MACE. Les MACE qui sont donc une mortalité cardiovasculaire, infarctus et revascularisation dans le vaisseau cible. Donc un MACE relativement intéressant et vous voyez que dans tout le spectre de l'AFFR, eh bien, le nombre d'événements cardiaques est croissant et c'est donc bien un marqueur continu de l'ischémie. Alors, quand on analyse par quartile, eh bien, on retrouve cette gradation homogène qui est, en termes de MACE significatif, en termes de mortalité et d'infarctus, qui est un petit peu plus brouillon, mais qui est quand même à la limite du significatif. Donc, c'est un marqueur qui est d'ailleurs assez fort quand on regarde les hazard ratios ajustés. La FFR est finalement un des plus forts par rapport au diamètre de la sténose, du diabète ou de la complexité de l'artère. Donc, la figure centrale de ce papier de l'équipe de De Bruyne et de Barbato, eh bien, c'est de dire, voilà, finalement, la FFR est bien un marqueur de la profondeur de l'ischémie, pas l'étendue, puisque ça, on l'a avec des examens non invasifs,
Mais là, on regarde si la lésion est très ou peu ischémique et elle est reliée au MACE. On voit qu'on a une atteinte à partir de 0,6 qui ne fait plus de MACE, en tout cas pas plus de MACE. C'est bien ce qu'on retrouve dans l'étude de Johnson, c'est ce qu'on retrouve dans FAME2. Rappelez-vous, dans les appendices, c'est bien à partir de moins de 0,65, on a clairement des effets très importants de la revascularisation. Donc des choses, à mon avis, qu'on doit discuter. Le cutoff de 0,8, est-ce qu'il est vraiment valable pour tous les patients ou est-ce qu'on doit intégrer le profil de risque? Eh bien, c'est une question qu'on doit se poser. Des papiers sortent de plus en plus. 2 papiers en 2016, l'un sur les diabétiques, montrant que finalement les diabétiques versus les non-diabétiques font plus d'événements. Est-ce qu'ils bénéficient d'une revascularisation? C'est une autre question, mais en tout cas, ils font plus d'événements, on le sait. Mais ça, c'est des FFR de plus de 0,8. Et les FFR plus de 0,8 dans le syndrome coronarien aigu, eh bien, le profil du risque non-STEMI est bien plus important que la maladie stable. Et donc, est-ce qu'il faut intégrer ce profil de risque? C'est une question qu'on doit discuter, qui est non résolue. Je vais vous parler de Future maintenant, puisque Future a été stoppé, a fait pas mal de bruit. C'est une magnifique étude faite par Gérard Finet et Gilles Rioufol. Peut-être Gérard pourra nous en parler. L'hypothèse est de savoir si la FFR nous aide dans le traitement, dans la stratégie de traitement, et si ça se traduit par un impact clinique. Alors, on se souvient de l'étude d'Eric Van Belle publiée il y a 2 ans et qui avait montré que quand on faisait de la FFR, on changeait dans 43% des patients le choix de traitement. C'est bien l'hypothèse qui est mise en avance par les investigateurs de Future, dont le design est relativement intéressant. C'est une randomisation 1-1 versus groupe FFR, groupe angio, avec un choix de traitement qui n'est plus comme dans FAME, l'angioplastie ou traitement médical, mais qui inclut toutes les revascularisations possibles. Alors, l'étude, le endpoint composite est de la mortalité infarctus du myocarde et revascularisation avec l'AVC en plus par rapport à FAME, multicentrique, 31 centres, un sponsor académique. Les investigateurs doivent être félicités pour ça. On s'éloigne du sponsor par des boîtes et c'est une étude avec un design 30% de diminution du risque relatif, mais ça a 1 année, 1728 patients, c'est très ambitieux et on se réjouissait d'avoir ce collectif de patients randomisés. Malheureusement, le DSMB a observé à mi-parcours un excès de mortalité à 12 mois en défaveur du bras FFR et donc les investigateurs ont arrêté l'étude à juste titre à mon avis. Donc l'endpoint primaire finalement entre la prise de décision, l'analyse de l'DSMB et la prise de décision, il y a 100 patients qui ont été inclus en plus. Et alors, quand on refait l'analyse, eh bien, c'est plus statistiquement significatif. Mais attention, on a quand même 6 morts dans le groupe contrôle et 12 dans le groupe FFR. Et on ne peut pas négliger ce doublage de mortalité et on devra avoir un peu plus d'informations. L'information centrale, à mon avis, est de savoir comment est-ce qu'on a changé le traitement. On est passé de 78 à 71 de patients qui ont été traités avec une angioplastie, une augmentation du traitement médical, chose auxquelles on s'attendait, qui ont été montrées. La chose, à mon avis, qui doit être soulignée, c'est le design de l'étude, qui est excellent, à mon avis, puisqu'on est plus proche de la vraie vie que finalement l'étude FAME, qui était très restrictive. Ici, on est vraiment dans un schéma qui est le schéma qu'on utilise tous les jours. Le profil des patients est plus important ou plus lourd que le profil de FAME. On a 2 sténoses, mais on doit inclure l'IVA. On a des troncs communs alors qu'on ne l'avait pas. Et on a 43% de syndrome coronarien aigu, dont 19% de STEMI qu'on n'avait pas. Donc, une vraie vie, finalement. Le nombre de patients inclus dans FAME, 1000 patients environ, basé sur, avec 2 chiffres de 496 et 509. Et dans Future, on a quand même quasiment 1000 patients, donc quasiment le même nombre de patients. Est-ce qu'on doit ignorer ça? Non, on ne peut pas ignorer Future, on doit en parler en tout cas, peut-être pas forcément que maintenant, mais en tout cas après que les résultats soient définitifs, mais on a quand même quasiment 1000 patients randomisés, donc on ne peut pas le négliger. Quelques petites questions qu'on pourrait poser aux investigateurs. Le profil de risque des patients, mais qui est peut-être inhérent au fait qu'il y avait une inclusion plus large de patients, donc plus hétérogène, et donc l'équilibre entre les groupes n'est pas parfait de par le fait qu'on a arrêté à la moitié des patients. 0,03, le petit p de différence en termes de traitement d'insuline, un peu plus de traitement de 3 vaisseaux, un peu plus de tronc commun, un peu plus de syntaxe score. Donc un profil de risque qui est peut-être un peu hétérogène
hétérogène, mais simplement lié au fait qu'on est à mi-parcours. Le recrutement, eh bien, il est relativement mauvais, mais il est peut-être nettement mieux que d'autres études. On paraît que dans ischémia, on est à un patient tous les 6 mois, donc il y a pire, mais il y a peut-être avoir d'inclusion sont très faibles, 86 patients par mois par centre, ça paraît extrêmement faible. Est-ce que c'est du cherry picking? Peut-être. Et ça explique que les patients sont peut-être un peu différents de la vraie vie. Est-ce que la FFR change le traitement? Eh bien, vous avez ici le schéma d'Eric Van Belle. On est quasiment la même chose, avec une petite augmentation du nombre de traitements médicaux. On l'a ici. La diminution du traitement angioplastie et une stabilisation du nombre de CABG. C'est évidemment un peu la même chose qu'on demandera aux, et j'espère qu'ils pourront nous répondre, c'est évidemment cette figure qui est la plus intéressante pour nous, c'est de savoir combien de patients dans le bras, ça c'est Eric Van Belle, combien de patients dans le bras CABG sont passés dans le traitement médical. C'est bien là où on aimerait avoir qui sont passés dans quel groupe. On aura peut-être cette information. Et puis, la question centrale, c'est pourquoi est-ce que les patients sont morts dans le groupe FFR? Question qu'on doit se poser. On voit un excès de mortalité à distance de la procédure, ce qui nous fait dire qu'elle n'est probablement pas liée exclusivement à la FFR, la technique de la FFR, qu'elle reste sécurisée, on doit pouvoir l'utiliser. C'est un excès de mortalité à 1 mois et demi. Il faut qu'on ait cette information. J'espère que les investigateurs pourront nous renseigner sur les causes de ces 17 morts qui nous font penser que la FFR pourrait être délétère. Alors, mes conclusions, la FFR est un marqueur continu de l'ischémie et de la profondeur de l'ischémie, pas de l'étendue, mais de la profondeur, et qu'elle est liée finalement au MACE. C'est une information qui apparaît ces derniers temps, elle est intéressante, on doit pouvoir en discuter, puisque la prise de décision, de toute façon, elle est binaire. Soit on traite mécaniquement, soit on ne le fait pas, on doit avoir un cut-off. Mais on doit avoir un cut-off en gardant à l'esprit qu'on a un marqueur continu. Et puis, je pense que l'étude future, on ne peut rien en dire pour l'instant. Ne prenons pas des décisions quant à notre prise en charge des patients en fonction de la fin de l'étude, qui sera, je crois, en mai 2017. Et peut-être qu'on pourra en discuter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.